Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter le DevOps et après. Donc, je suis Olivier Lecard, j'ai 46 ans et ça fait 3 ans que je travaille comme responsable de la forge chez Devryware. Alors pour caractériser un petit peu les choses, parce qu'on n'a pas forcément la même définition de la forge, quand je suis rentré il y a 3 ans, c'était pour m'occuper de tout ce qu'il y avait entre le push et l'exploitation d'un commit. À partir du moment où un développeur valide son travail et au moment où il est exploité en bout de chaîne par un utilisateur. Aujourd'hui, j'ai un peu, avec le temps, changé la définition parce que le périmètre s'est un petit peu élargi et on atteint un petit peu le sujet, c'est que je suis entre l'idée et l'utilisateur. Donc cette notion est plus que sémantique. On va le voir au fur et à mesure. Alors pour commencer, le DevOps et après, on va commencer par le DevOps rapidement parce qu'on n'est pas sur le sujet, le cœur du sujet. Je voulais juste savoir, on va faire un petit jeu entre nous pour prendre un petit peu connaissance. Je me suis présenté, donc maintenant vous allez vous présenter en 3 équipes, les bleus, les blancs et les rouges. C'est moins discriminant. Alors les bleus, ce sont les gens qui sont venus ici parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le DevOps et puis qu'ils ne le pratiquent pas. Les blancs, ça va être ceux qui soit le connaissent bien parce qu'ils l'étudient depuis longtemps mais ne l'ont pas mis en œuvre dans leur entreprise parce que ce n'est pas assez mûr. Ou bien l'entreprise les a forcés sur cette démarche-là alors qu'ils n'y connaissent rien, donc c'est un petit peu un entre-deux. Et puis les rouges, ce sont les gens qui connaissent bien le sujet et qui le mettent en pratique dans leur entreprise. Alors, qui est-ce qui est plutôt bleu? Bien. Qui est-ce qui est plutôt blanc? D'accord. Et qui est-ce qui est plutôt rouge? D'accord, donc il y a plutôt des bleus, vous n'avez pas vu tout le monde, mais il y a une grosse majorité de bleus, il y a plutôt des rouges et très peu de blancs. Ça va me permettre d'adapter un petit peu le sujet et puis de faire un peu plus connaissance. Alors, le DevOps, rapidos, on en a abordé le sujet tout à l'heure avec Romain, le but du jeu du DevOps quand même, c'est de réduire le time to market, c'est-à-dire à partir du moment où on a une idée, il faut que ça arrive sur le marché. Tant que ce n'est pas sur le marché, on n'a pas fait des sous. Donc si on n'a pas fait des sous, on a perdu du temps. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller dans cette démarche-là. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'additionner des concepts, des bonnes pratiques, des usages, des outils, l'automatisation, de la réorganisation, etc., qui vont nous permettre à la fin de l'histoire de décréter qu'on a abordé le DevOps. Il faut bien comprendre qu'en fait, le DevOps, ce n'est pas un point de départ, c'est plutôt une arrivée. Voilà. À la fin, j'ai pour habitude de dire que c'est une histoire qui se finit par ainsi naquit le DevOps. Vous savez, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu ça, en fait, la démarche DevOps. C'est-à-dire c'est un long cheminement et au bout d'un moment, on a quelque chose. Alors, si c'est un aboutissement, en fait, on arrive au sujet. Qu'est-ce que c'est l'après-DevOps, une fois qu'on a fini? Parce que l'après-shampoing, on connaît, avant ça, on connaît. Mais l'après-DevOps, c'est plus compliqué. Alors on va étudier un petit peu ça plus en détail. Il faut voir, je vais faire un focus, un petit hommage à Daniel, même s'il n'est pas là, parce qu'il adorait ce schéma-là. C'est une présentation de maturité du DevOps, suivant 4 piliers avec des petits concepts à l'intérieur, le continuous intégration, continuous delivery, l'infrastructure élastique, il y a plein de buzzwords à l'intérieur, de la calimétrie, l'usage du logiciel, infra as code. On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous reconnaissez tous ces usages-là, mais une des premières notions à avoir, c'est un petit peu la maturité. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est arrivé dans notre évolution? Est-ce qu'on a mis en place, pas forcément tout, mais parce qu'on peut se dire, ça, on n'en a pas besoin. Ça, ce n'est pas dans notre structure, parce que ce n'est pas notre corps de métier, etc. On ne le fait pas. Très bien. Mais où est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'au finalement on est arrivé à maturité dans cet ensemble de grilles de lecture? Alors chacun adopte sa grille de lecture, j'ai tenté de dire, ça permet d'un petit peu de se focaliser sur différents éléments. Pour les techos, tout à l'heure on parlait un petit peu d'outils, etc. Alors des logos pour ceux qui ne connaissent rien, comme ça c'est plus sympa. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire
la grille de lecture qu'on a tout à l'heure. Là, on a différents outils que vous pouvez reconnaître si vous voulez. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui abordait le côté un petit peu, là, on a du Packer pour générer des images, on a du Terraform, on a du Puppet, du Ansible. Et puis après, on va tester l'infra avec du test infra où on peut pouvoir packager. Si on fait du Docker, on fera du molécule. On pourra éprouver le truc avec une Gatling. Voilà, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, la forge chez moi, hein, c'est installé, il y a du Puppet et du Ansible, on utilise les deux, ça peut être complémentaire, donc c'est pas discriminant non plus, chacun peut choisir. Donc au travers de cet ensemble-là, on va parfaire un peu les choses et puis on va arriver à un aboutissement, c'est-à-dire qu'on va avoir testé et validé l'ensemble de ces artefacts, de son développement et puis de son infra. Au bout de cette course-là, on va se dire, on a quand même bien validé, bien testé, on a mis en place des tas de choses et puis c'est éprouvé après la Gatling. C'est quand même quelque chose de robuste. Alors qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que je peux aller au-delà? Parce que là, on part sur la couche qu'expliquait Romain sur l'automatisation. On a bien automatisé, on a mis en place tout ce qu'il fallait comme il convenait et finalement, on est quand même assez satisfait, ça marche à peu près correctement. Alors comment est-ce qu'on peut aller un peu au-delà? Un peu au-delà, c'était dans le à peu près. C'est-à-dire dans la consolidation. On va consolider tout ça, donc on va un petit peu solidifier, on va rajouter des tas d'éléments. Et puis, on va à peu près se dire qu'on est arrivé à un aboutissement. Alors, ce n'est pas vraiment exact. Parce qu'il y a un des premiers éléments qu'il faut voir, c'est surtout le legacy. C'est qu'il faut repenser un peu son infra. Tout à l'heure, quand je parlais je passe du push... d'un push d'un commit à l'exploitation et je dis non, je passe de l'idée à l'utilisateur, on va changer de concept, on va arrêter de parler de projet, on va commencer à parler de produit et puis on va commencer à parler de service, on va essayer de requalifier un petit peu notre ensemble. Quand on commence à avoir du legacy, des monolithes, des applications qui sont géantes, tentaculaires, on va commencer à essayer de les segmenter pour qu'elles soient pensées en service. Ça, c'est un gros travail de refacto qu'on doit avoir. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le time to market. Quand on doit livrer une application qui fait 250 000 lignes de code, quand on la saucissonne en 50, déjà il y a beaucoup moins de lignes de code. Et donc la facilité qu'on va avoir pour pouvoir pousser les petits bouts qu'on a, ça va être beaucoup plus régulier. Quand on passe c'est pour ça que l'illustration le montre, à la place d'avoir un gros Rubik's Cube, si on a juste des petits éléments, on va pouvoir plus facilement livrer de la valeur. Le time to market, on va le gagner là-dessus. Ça va être vraiment un gros travail, repenser tout ça. Le deuxième élément, je parle de service, cet ensemble-là, c'est quand c'est cohérent, quand c'est un grand tout, c'est cohérent. Quand on va commencer à segmenter les choses en service, il y a des tas de problèmes qui vont arriver, problème de versionning. Vous avez une grosse application qui est en version 23. Quand vous dites votre application, elle est maintenant en 10 modules, mais il y en a une qui est en la version 22, l'autre qui est en la version 37, etc. Il va falloir gérer toutes ces compatibilités-là et ces incompatibilités-là. Là, c'est un problème qui va arriver aussi dans votre organisation, dans le fonctionnement des équipes ou des micro-équipes, éventuellement avec des sous-traitants. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra gérer et instruire. Ça, c'est important. On va le voir après. La deuxième couche, c'est aussi la révision de l'infrastructure et de la topologie, parce que finalement, on avait l'habitude de déployer des trucs de cette façon-là. En général, quand on arrive au schéma là, avec tous les logos, c'est parce qu'on s'est fortement inspiré de ce qu'on avait avant et on l'a traduit avec les outils d'e-DevOps, d'infra as code, etc. Donc on a reproduit exactement ce qu'on avait avant à l'identique, mais avec d'autres méthodes. On l'a obtenu différemment. C'est la présentation de Romain, mais on ne s'est pas remis en question ça. À partir du moment où on commence à remettre en question la partie service, on va pouvoir aussi, en même temps, et ça va être aussi conjoint et afférent, c'est de revoir la topologie. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça avec que 2 serveurs parce que c'est une galère sans nom à installer ce serveur-là, etc. Donc on en a fait que 2. Parce qu'un troisième, ça nous coûtait trop cher. Sauf que quand vous êtes en infra as code et finalement ça vous prend 3 minutes de cliquer sur un bouton pour que finalement ça vous en pop une dizaine à la seconde, pourquoi est-ce qu'on n'en met pas 10? Les questions tout à l'heure de sharding, etc., de distribuer, de base distribuée, aujourd'hui, si on en parle, c'est aussi parce qu'on est en capacité de les popper à la volée très facilement grâce aux outils qu'on a évoqués. Avant, c'est effectivement le gros monolithe, le DBA. Moi, les DB2, j'ai commencé comme ça sur AS400. Sur AS400, c'est un bon gros DB2. Parce qu'il n'y en avait qu'un. C'était facile et puis on le faisait grossir. Maintenant, on a plus de capacité à en faire toute la journée, toute la sainte journée. Donc on va pouvoir revoir ces choses-là. Le MySQL, on va pouvoir le transformer en... comment tu prononces ton truc?
Voilà, voilà on peut le changer parce que finalement on va pouvoir les popper à la volée, donc on va faire plus de petits serveurs et puis les distribuer un peu partout, donc on va devoir revoir un petit peu notre infra par rapport à tout ça. Donc on a les outils et du coup on va remettre un petit peu le métier sur l'ouvrage. L'ouvrage sur le métier, j'y arrive jamais à cette phrase. Vous connaissez la loi de Conway ou pas? Non, très peu. Alors la loi de Conway, en fait, c'est une loi un petit peu empirique qui dit que il y a une forte adhérence entre l'organisation d'une entreprise, comment est-ce que vous avez séparé votre entreprise, hein, la compta, les devs, etc., et le produit que vous fournissez. Le produit que vous fournissez, finalement, il est une résurgence de votre organisation, et inversement, l'organisation, vous l'avez adopté ou vous devriez l'adopter en fonction de votre produit. Donc là, quand on est en train de parler de communication, de changement d'état d'esprit, de beaucoup de choses, et Romain l'a évoqué en conclusion, il disait qu'au ministère, c'était trop compliqué de le changer. C'est une décision qui est à prendre, c'est celle-là qui a été choisie, mais il ne faut pas hésiter non plus à revoir les choses, revoir l'organisation et les processus, comment est-ce qu'on travaille. Je disais que sur ma partie, moi finalement, j'étais en sprint d'une semaine. Chez Devriver, dans ma boîte, chaque équipe a sa longueur de sprint définie en fonction du besoin. Chaque équipe a sa façon de déployer. Il y en a qui sont en blue-green, on pourra en reparler après des différentes pratiques. Il y en a qui sont avec des toggle features, etc. Il y a différents cycles, on répond à différents besoins, avec différentes technologies, à différentes pratiques. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut parfois remettre en cause de temps en temps, se dire mais pourquoi est-ce qu'on va aussi vite, etc. C'est important, on a tendance à trop rester finalement sur l'ancien monde avec des nouveaux outils et on a du mal à aller chercher d'autres organisations, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va le faire régulièrement de temps à autre, finalement on va adopter, ou peut-être qu'on va faire une marche arrière, mais c'est pas grave, on a le droit à l'erreur, il faut vraiment se permettre ce genre de choses. On a livré des produits, on gagne plein de sous, on est heureux. Ce qui est important, c'est la rétroaction. Alors la rétroaction, hein, c'est un joli mot, mais ça veut dire grosso modo qu'est-ce que le client perçoit de notre produit, qu'est-ce qu'il en fait, comment il l'utilise, etc. Hein. Ça, c'est vraiment, et comment est-ce que je peux l'améliorer ou comment est-ce que je peux gagner d'autres parts de marché avec peut-être un autre produit qui ne serait pas tout à fait identique parce qu'il y a un trou dans la raquette, etc. On se remet en question et réintroduire l'expérience qu'on a de l'autre côté, c'est important. On l'a par un premier biais, c'est pas tout à fait ce qu'on fait là aujourd'hui, mais la communication. C'est-à-dire, grosso modo, il y a un joli mot qui est le community manager qui va être à l'écoute des réseaux sociaux, savoir comment votre entreprise ou votre produit il est perçu, quelles sont les critiques qu'on peut avoir, qui peut éventuellement, ça fait partie de son boulot, mais une autre partie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est sur les forums qui sont dédiés. Si vous avez un forum sur votre site, regardez les critiques, etc. Il faut y répondre, mais aussi remonter de l'information, savoir que les clients demandent ci, demandent ça. Ça fait partie de la boucle de rétroaction. Donc là, ça implique la com. En général, c'est plutôt la com, c'est pas les devs, c'est pas les ops, c'est pas les sysadmins, etc. qui font ça, c'est la com, et la com qui va revenir en disant il y a un nouveau besoin, ça serait bien qu'on ait ci, qu'on ait ça. Ça, c'est important d'avoir ce genre d'informations, de cribler aussi si vous êtes sur les stores d'applications mobiles, de regarder pourquoi est-ce que Diana qui mettent une étoile en disant vraiment application nulle, la désinstaller tout de suite, etc. Bon, essayer de rentrer en contact avec les gens, ça fait partie de la boucle de rétroaction. La boucle de rétroaction, ça se fait aussi sur les salons, si vous faites des salons, etc. Donc toute la partie com, il faut derrière qu'elle soit inclue aussi dans votre façon de travailler de tous les jours, comment est-ce que c'est perçu. Il y a en boucle de rétroaction, ça peut être aussi en interne dans votre entreprise, c'est de faire du dogfooding. Le dogfooding, le principe, c'est utiliser les outils que vous développez. Alors, grosso modo, typiquement, moi, pour mes sprints, j'utilise iScrum. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est une boîte toulousaine fort sympathique. Mais c'est les premiers à l'utiliser. Ils fonctionnent en Scrum et ils utilisent leurs outils. Et on le voit. On le voit parce que quand on parle à un utilisateur quelque part quand on les a au support.
faites l'expérience chez vous aussi, si vous développez des produits, testez-les, éprouvez-les, etc. Si c'est possible de le faire, c'est important aussi de pouvoir se projeter dans comment est-ce que c'est utilisé. Même si ce n'est pas votre cœur de métier, même si vous développez des trucs pour, je ne sais pas quoi, moi, la tectonique des plaques, bon bah voilà, essayez d'utiliser votre outil et voir un petit peu, essayer de comprendre le métier de l'autre pour mieux s'inspirer. Ça fait partie de la rétroaction qui est important de cibler. Alors forcément, vous l'avez vu le graphique avant, hein, je faisais vraiment un point là-dessus sur l'aspect com et retour utilisateur. Vous l'aurez aussi tout à l'heure, vous savez, dans mon schéma là, avec les pieds, il y avait les mesures. On va pas les détailler. Il y a une partie qui est la qualité, donc la qualité avec le sonar, la qualité du code, mais aussi la qualité, est-ce que les fonctionnalités que vous développez, elles sont utilisées? Parce qu'on sonde en avant, hein, on peut mettre des tas de choses, des tas de tests, etc. avant la livraison, mais tester finalement quand c'est en production, utilisé par l'utilisateur, savoir ce qu'il en fait vraiment, ce qu'il fait de votre site, ce qu'il fait des options, est-ce qu'il trouve bien les options, est-ce que quand il navigue, il fait 3 fois le tour de l'application pour trouver la bonne option parce que c'est caché et qu'il faut revoir le design. C'est pas un bug, c'est un problème de design, mais votre utilisateur il va pas être content. Et s'il y a une application tiers qui est bien plus performante, et ben il va choisir l'autre parce que c'est vachement plus facile l'utilisation. Ça c'est clair. Donc ça c'est pareil, il faut vraiment les mesurer et avoir cette boîte de rétroaction. Et ça c'est au fur et à mesure que vous avancez dans votre produit, il faudra les mettre en place et de les mettre de plus en plus pointus. Combien d'utilisateurs vous avez sur votre application, est-ce que vous savez? Ça c'est des questions qu'on peut se poser. Combien de temps ils mettent, etc. en moyenne sur une page, etc. Ça c'est des choses qu'il faut mesurer, savoir comment c'est utilisé. La fiabilité, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, le gaillard là, est-ce que vous pouvez encore casser la prod? Il y a des malheureux parmi nous, on en reparlera après, il y a des tas de choses pour faire passer la pilule. Alors ça c'est un concept, le Chaos Monkey. Hein. Le Chaos Monkey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Amazon qui a créé un petit logiciel qui permet d'arrêter au hasard des serveurs. Comme ça, bang, hop, en prod, hein, sinon c'est pas drôle, pour savoir si vraiment c'est résilient, si c'est robuste et si c'est vraiment fiable. Utilisez-le, faites-le. Vous êtes redondant, etc. Vous avez plein de choses. Vous devriez être en capacité de couper ça et de le mesurer et de voir les impacts qu'il y a sur les utilisateurs, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut être en capacité d'être. Hein. La fiabilité de votre application, ça, c'est des choses qu'il faut chercher. On va vraiment s'améliorer sur ce sujet-là et pas avoir peur. Si quand on livre, ça pète, c'est pas grave parce que ça pètera pas. Ça, c'est le but du jeu. Hein. L'autre chose, j'avance très vite parce que justement, on attaque la vélocité. Si je suis en capacité de commencer un nouveau produit en 20 minutes, alors chez nous, en 20 minutes, on commence un nouveau produit. On a un marketeur qui arrive en disant hey, on a une super idée, génial, on a un nouveau client, en plus on va se faire en or. Et bien, bing, 20 minutes plus tard, c'est bon, on peut commencer à travailler, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est des choses qu'il faut. On est là aussi pour l'automatisation, etc. Il faut être serein, on sait comment est-ce qu'on va prendre le problème, on sait comment on va faire. Donc il y a aussi des process, on l'a dit tout à l'heure, il y a on est prêt à partir du jour au lendemain. Donc ça, c'est important. On est prêt parce que derrière, il y a aussi des équipes. Hein. Tout ça, on a parlé d'organisation hein, au sein d'une entreprise. Il y a aussi des équipes, il y a des gens. Il y a des gens qui sont prêts aussi à relever les challenges, etc. Il faut être toujours en capacité d'avoir cette envie-là. C'est l'après-DevOps, c'est-à-dire qu'on s'est fixé cet objectif-là. Maintenant, on va se fixer de se dépasser. On va le voir après différemment. Alors, vous connaissez le truc, mais la notion de pizza team, je ne sais pas si ça vous parle. La notion de pizza team, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, quand on demande mais une équipe, le principe DevOps, enfin en tout cas microscopique, mais pour le sujet qui nous intéresse, c'est de mélanger des compétences au sein d'une même équipe pour répondre à un besoin produit. Et de plus siloter, c'est-à-dire les sysadmins d'un côté, les devs de l'autre, etc. Donc on casse les silos. Donc on dit ouais d'accord, mais on en met combien dans une équipe? Et donc Jeff Bezos avait l'habitude de dire, si je ne m'abuse, qu'il fallait la taille d'une équipe optimale, c'est qu'on puisse la nourrir avec 2 pizzas. Voilà. Ça fait à peu près entre 5 et 8, ça dépend de l'appétit de chacun. Donc ça c'est après ça. Donc on a séparé les choses, on a séparé, comme chez nous, on a séparé les équipes. Mais du coup, on se dit, mais si on a un DBA dans chaque équipe, des devs avec des technos, etc., au bout d'un moment, en fait, les pratiques vont diverger.
Au bout d'un moment, ça va être immaintenable parce que chacun va avoir sa petite idée, chacun va faire dans son coin, etc. Et puis, on va avoir un système qui est tellement hétérogène que quand il y en a un qui est malade, etc., s'il y en a un d'une équipe qui veut venir pour donner un coup de main, il ne pourra pas forcément se mettre dans le bain parce que les pratiques seront différentes. Et on résout le problème par la notion de communauté, en fait. Là, on va pouvoir faire du régulier, hein, c'est-à-dire faire des rencontres hebdomadaires. Des rencontres hebdomadaires entre sysadmins, entre développeurs d'une même compétence, etc. Par technologie, pour échanger, dire bah tiens, moi j'ai fait comme ça, sur tel produit j'ai fait ça. On peut mettre en place aussi des chats avec des salons, etc. qui permettent à chacun de balancer un truc, j'y arrive pas, comment vous faites ça les gars, etc. Et d'avoir une réponse qui va permettre à chacun de transmettre un savoir-faire et puis qu'on grandisse tous. C'est-à-dire que quand on est confronté à des problèmes, parce que dans notre application on a ce problème-là, l'autre aura peut-être le même problème, mais dans 6 mois. Et donc le fait d'avoir partagé, de le savoir, ça permet d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Hein, tout seul on va plus vite, hein, mais ensemble on va plus loin. C'est le principe. On peut s'organiser aussi quand on est un petit peu en post-déj express, les fameux BBL, hein, je ne sais pas si vous connaissez, les brown bag lunch, les sacs en papier voilà, marron. On se réunit tous dans une salle de réunion et puis on projette quelqu'un et pendant ce temps-là, pendant qu'on mange, on expose une techno, on expose des choses, on en profite sur notre temps de travail comme ça, de partager des moments informels qui nous permettent aussi d'avancer sur des sujets qui peuvent être aussi en dehors du cadre du boulot, mais comme on est passionné, en général, c'est quand même afférent. Alors Romain disait, je ne connais pas Cassandra, mais on pourrait se faire un BBL tout à l'heure sur Cassandra, allez hop, on apprend un petit peu, on partage un savoir-faire, et ça nous grandit tous. Et ça crée des liens entre les personnes, et ça permet aussi d'uniformiser un petit peu les pratiques, finalement. Donc ça casse l'effet, justement, silo horizontal. On avait des silos verticaux, mais avec le Pizza Team, on a créé une espèce de silo horizontal. Ça va de les briser, ces moments-là. Comment dire, ces pratiques-là nous permettent de les briser. Et puis, justement, sur Cassandra, etc., il ne faut pas l'ouvrir, pour l'exemple, hein, c'est la base de données, il ne faut pas l'ouvrir que aux administrateurs de base de données, il faut l'ouvrir à tout le monde. Vos développeurs, ils viennent avec leur sac déjeuner et puis ils écoutent et puis comme ça, ils comprennent un peu mieux les problèmes ou les interrogations que peuvent avoir des DBA sur la base de données. Ils comprennent mieux l'autre métier de l'autre. Si chacun fait comme ça, après on s'inspire, on dit « Ah ouais, c'est comme ça son truc. Ah ouais, je comprends pourquoi tu galères, etc. Pourquoi tu mets 15 jours pour faire ça. » Ça, c'est important, c'est un partage de connaissances et ça permet d'aller au-delà, hein, et de pouvoir grandir. Alors j'ai eu du mal à avoir mon timer, ouais, 2 minutes de retard, ça va. Je les vois, ils sont impatients là-bas. Alors l'après-DevOps, c'était le sujet. Alors je ne vous recommence pas la presse, hein, je vous rassure. C'est une conclusion. L'après-DevOps, c'est une amélioration continue. On va chercher d'autres choses. On le fait au travers de la mise en place de communautés dont je viens de parler tout de suite. La rétroaction, vraiment avoir des connaissances sur vos produits, le comportement, et les connaissances de votre usine logicielle, etc., de l'ensemble de toute votre chaîne, c'est important pour mieux s'adapter et mieux anticiper les besoins et pas forcément les problèmes. Et puis la maturité, remettre en question toujours la maturité en disant on arrive à une certaine maturité sur une techno, finalement on va peut-être changer, etc. Ça c'est important aussi de toujours se re-questionner par rapport à cette maturité-là et puis voir comment un petit peu aller pousser plus loin. Parce qu'on est un petit peu des poissons rouges quelque part aussi. Et donc pour vous rendre du rêve, l'objectif c'est l'objectif Lune. J'ai pour habitude, celle-là je l'ai présentée, je ne sais pas combien de fois, c'est Ariane, hein, mais j'ai pour habitude de dire justement qu'on perd parfois l'habitude du goût de l'aventure, le goût de pousser un peu plus loin. L'actualité me sert de support, c'est-à-dire qu'on a tellement perdu l'habitude d'aller chercher des challenges qu'on a perdu l'habitude d'envoyer des tenues spatiales qui a empêché une Américaine de sortir parce qu'il n'y avait pas une tenue spatiale à sa taille dans la navette internationale. C'est quand même incroyable qu'on ne pense pas à ce genre de choses. On a perdu l'habitude de ce genre de questions. On a perdu l'habitude d'aller des goûts du challenge et on est surpris comme des ânes quand les Chinois envoient de l'autre côté de la Lune des hommes. C'est un peu ça qu'il faut éviter justement, c'est de se laisser dépasser par la concurrence, se laisser dépasser par les événements et de pouvoir toujours être en avance et toujours aller chercher plus loin et se chercher des challenges. Se dire,
je suis arrivé à une certaine maturité du DevOps, c'est bon, j'ai fini. Non, d'aller chercher plus loin parce que d'autres vont pouvoir aussi aller chercher plus loin et de se remettre en question. Ça, c'est important et toujours aller de l'avant. Ça, c'est vraiment une des conclusions, je serais tenté de dire, de cette présentation. C'est une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux fonctionnalités non utilisées. Si on est dans, vous parliez de logiciels qui ne sont pas développés dans une démarche agile, puisque si on est dans une démarche agile, logiquement, on doit coller parfaitement aux besoins du marché. Alors, nos features ont été testées, ont été validées par les clients, les utilisateurs, et donc forcément, justement, on a mis tout ça en place pour ne pas créer de la dette technique derrière, avec des fonctionnalités qui ne sont plus utilisées. Alors, on vit peut-être pas dans le même monde. Non, mais trêve de plaisanterie. Parfois, le marché, il est pressenti par des gens qui font des études de marché, etc. Et puis, il y a des loupés. Ça peut arriver. Donc, et donc, ça se traduit comment? C'est-à-dire que la fonctionnalité, elle est bien définie, elle est bien développée, elle est mise sur le marché. Et finalement, le pressenti, il n'est pas justifié. Ça peut arriver. Ça, c'est un premier point. Et donc, ça, il faut le savoir. Il y a une autre possibilité, c'est la fonctionnalité. On n'y croit pas, on ne sait pas trop à quoi ça sert, et on fait confiance au client. Parce que ça ne nous coûte pas cher à la développer. Et on la met comme ça sur le marché. Ça ne nous coûte rien du tout, ça nous a coûté 3 jours de boulot, et hop, on l'envoie. Et peut-être que le client, c'est lui qui, avec son usage, va nous expliquer comment on va s'en servir. C'est des choses comme ça qui peuvent aussi modifier un peu votre vision de l'application. Il n'y a pas besoin forcément de marché. Alors après, derrière, je parle de 3 jours de développement, je ne vous parle pas de 3 mois, mais ça peut être ça coûte pas très cher, etc. On va le faire. Et peut-être que finalement, il y a un détournement de la fonctionnalité qu'on ne trouvait pas très super, qu'on ne voyait pas trop à quoi ça servait, et on s'aperçoit, l'utilisateur va pouvoir l'avoir. Mais si vous ne le percevez pas, si vous ne le savez pas, vous ne poursuivrez peut-être pas dans cette voie-là. Donc il y a les deux cas de figure, le deuxième étant beaucoup plus rare que le premier, mais il faut le savoir, enfin il faut vraiment avoir conscience, parce qu'effectivement des fois on dit c'est super, etc. Je ne comprends pas, on ne vend pas, comment ça se fait, pourtant on a développé bien ce qui était prévu. Il faut vraiment en avoir pleinement conscience. On a pour habitude de dire on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. C'est un peu dans cette logique-là. Alors après il y a de l'émotionnel qui peut se jouer, etc. Mais déjà, c'est une première étape de se dire je peux améliorer que ce que je peux mesurer. Enfin, il faut absolument que j'ai une mesure pour pouvoir quantifier mon truc. Là, je ne l'ai pas fait, mais quand on pose la question est-ce que vous savez combien il y a d'utilisateurs sur vos applications, il y a toujours les gens qui regardent avec des yeux non, non. Ils sont 10, ils sont 20, ils sont 100, ils sont 3000, on n'en sait rien. Je trouve ça quand même, c'est une première démarche, enfin, c'est significatif. Je ne suis pas là pour accuser, c'est significatif de commencer comme ça en disant voilà, ok, pour pouvoir après derrière estimer. Et quand on voit la courbe de progression, on voit aussi la courbe de progression de l'utilisateur, c'est la courbe de progression de son marché, de son emprise, de plein de choses, enfin de son image, etc., qui joue aussi sur l'ensemble de l'entreprise. Je l'ai dit de temps en temps assez ténu, mais c'est sur l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire, on est là dans le même bateau pour faire des choses. Alors, il faut en être assuré. C'est important. Merci. Bonsoir, moi j'ai une petite question, je pense que c'est une question vache, alors je vais la présenter de façon humoristique. Alors je vois 2 scénarios par rapport à Romain. Alors le premier scénario, il se fait faire une coupe réglementaire et il se fait embaucher au ministère. Pourquoi pas? Ou pas. Voilà, c'est ça. Ou pas. Voilà. Et donc dans ce cas-là, comment est-ce que tu vois l'après DevOps dans la situation que Romain a décrite? Et deuxième scénario, toujours avec Romain, plus de budget, avec ses 2 collègues Presta, la fin de mission à la fin du contrat, et là, quel scénario? Et surtout la question, c'est ce qui m'intéresse surtout par rapport à mon équipe, qu'est-ce que des gens qui font de l'infra à l'ancienne, comment est-ce que je peux les faire évoluer et grandir dans le paradigme que tu décris en fait? Alors, je vais commencer par la dernière question, parce que j'ai aucune, je ne sais pas ce qu'il a choisi avec son coiffeur, mais pour la dernière question, en fait, les gens, les vieux de la vieille qui ne veulent pas bouger, alors pour les gens qui ont une certaine maturité, etc., et il faut jouer sur l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer sur la transmission. À un moment donné,
il y a toujours le cas d'exception qui traîne dans un coin, mais l'envie de partager son expérience quand quelqu'un a vécu quand même assez de déboires, etc. Et il est souvent volontaire pour partager cette expérience-là. Et donc de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là dans une entreprise, avec beaucoup de legacy, etc., c'est aussi de lui donner de l'importance. L'importance au travers de sa connaissance, au travers de la mémoire de l'entreprise. Ça, c'est de lui donner de l'importance et c'est de le remettre dans le jeu. C'est-à-dire que si on le fait entre nouvelles techno, etc., il est hors jeu. Et si on dit, mais on a besoin de ton expérience pour comprendre des choses et on a besoin de se nourrir de toi, tu le remets déjà dans une première étape dans le jeu. Et ça, c'est important, c'est le premier contact, on va dire. Et puis après, derrière, au travers de tout ça, de l'impliquer par rapport à ce côté expérience. Et bon an, mal an, au fur et à mesure, et peut-être au travers d'autres techniques humaines, on va dire, eh ben, il va peut-être s'intéresser aussi à ce qu'on fait en termes de technologie et d'adhérer derrière. Mais c'est vraiment un parcours de l'expérience et de l'envie de transmettre. C'est sur cette fibre-là où ça marche très bien. Après, il y a toujours des vieux ronchons où ça marche jamais, mais voilà, ils sont l'exception. Et même le vieux ronchon, moi je l'ai connu dans un cas de figure, en fait, quand il se retrouve isolé, parce qu'il se retrouve finalement isolé de la bande, parce qu'au fur et à mesure tout le monde a adhéré au truc, et ben, par mimétisme, et parce qu'on est quand même une espèce tribale, il va adhérer bon an, mal an, en ronchonnant, mais de toute façon c'est son caractère, donc il faudra le prendre comme il est. Mais il va finir par y arriver, arriver à réintégrer finalement le groupe qui grandit. C'est pour ça que la partie communautaire tout à l'heure, elle permet aussi de briser comment dire, des a priori. Quand on commence à connaître les prénoms des enfants des autres, etc., il y a des choses qui se passent quand même. Voilà. Bon, bah, c'est ce genre de choses qu'il faut atteindre, et à partir de là, on peut arriver à plus facilement. Je ne dis pas que c'est pas la baguette magique, mais c'est la trajectoire qui permet d'avoir une certaine assurance d'y arriver. Pour les scénarios de catastrophe, oui, ça peut arriver, qu'il y ait des boîtes qui se disent on va se transformer en DevOps, et finalement, au bout de beaucoup de temps, d'énergie et de moyens, arrêtent tout parce qu'ils n'y arrivent pas. Et puis, je dirais c'est pas grave, dans le sens où sans doute qu'à un moment donné, quand ils auront une certaine pression du marché, puisqu'on l'a dit, c'est quand même une réduction du temps de marché, etc., il faudra une réactivité, peut-être qu'ils vont reprendre le sujet, reprendre différemment, etc. Donc c'est pas, on est sur un marché qui est assez mobile aujourd'hui, qui est assez dynamique, pour reprendre une expression citée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous, on peut se reclasser ailleurs, avec cette envie-là, avec nos compétences et notre envie. Ça, c'est pas un souci. Puis l'entreprise en elle-même, à un moment donné, elle va sans doute, vraisemblablement, ou elle va finir par mourir si elle a un besoin vital, vraiment de survie, d'aller plus vite. Elle sera obligée de s'y mettre à un moment donné, d'un biais ou d'un autre. C'est un peu ça passe ou ça casse. Moi, j'ai une expérience d'une boîte qui a mis beaucoup de sous, que je ne citerai pas par respect, beaucoup de sous pour une transformation des ops qui a complètement échoué. Voilà, mais ça arrive. Ouais. Alors, pendant que j'ai le micro et qu'on est au remerciement, non, j'étais à l'envers, du coup, voilà. Pendant que j'ai le micro et que je voulais au remerciement, je voulais remercier, je me rapproche de mes collègues, je voulais remercier Séverine et Esmad pour le travail qu'elles ont fait toutes les deux, là, parce que voilà, c'est grâce à elles, en grande part, qu'on est tous ici dans des conditions magnifiques. Et puis, bien sûr, plus généralement, Proxiad. Mais je pense que Stéphane, tu veux... moi déjà, je voulais vous remercier, le trio, Castaner et ses acolytes. Merci bien entendu à Esma et Séverine. J'espère que ça vous a plu et que vous serez sensibles au prochain meet-up qu'on pourra organiser. Et puis on fera sûrement appel encore à ces messieurs. Vous avez été très très bons. Merci encore. Et puis maintenant, on finit la soirée autour d'un buffet, si vous voulez bien. Merci.